enchaîner tout de suite avec la deuxième partie de cette plénière réseau. Et je vais inviter donc Judith Ardon, Lionel Recorbet, Audrey Briand, Jean-Germain Breton, Marc Leblanc, Christophe Houtier, Étienne Le Seur à me rejoindre sur scène. Voilà. Par ici, Christophe, Marc, Jean-Germain, c'est par là. Marc, c'est là. Étienne, c'est là. Audrey, c'est là-bas. Est-ce qu'on est au complet? Oui. Oui, je le pense. Donc, deuxième partie. Deuxième partie, on a évoqué les craintes sur le financement, on a évoqué l'état des lieux du déploiement. Maintenant, on aimerait effectivement faire ce point sur la question, parce que ça nous a souvent objecté, l'histoire de connecté, connectable, hein, raccordé, raccordable. C'est faire le point sur la réalité de ces déploiements, mais aussi interroger le bilan des maires ruraux, hein, avec Judith. En termes de connectivité, on va être sur du perçu et évoquer le point d'étape de chacun des opérateurs d'infrastructure qui sont autour de cette table. C'est-à-dire, voilà, il y a une perception, il y a une vision, on se dit horizon 95 ou 100%, vous, vous en êtes où? Qu'est-ce qui vous paraît effectivement possible? C'est-à-dire que c'est une partie un peu critique de ce qu'on s'est dit juste avant. D'accord? On va commencer tout de suite par Philippe Legrand. Donc, autour justement de ce défi de la connectivité réelle et qu'est-ce qu'en disent, quels sont les problèmes aujourd'hui soulevés par les membres d'Infranum auxquels les élus ruraux, les collectivités rurales pourraient contribuer à apporter des solutions. Oui, alors tout à fait. Merci Sébastien. D'abord, je voudrais rappeler quelque chose parce que il avait été évoqué dans la première table ronde, notamment par le sénateur Delcros, qu'effectivement les collectivités rurales, enfin les zones rurales n'auraient pas été desservies s'il n'y avait pas eu d'intervention et qu'on avait d'abord un retard dans les infrastructures et puis qu'on avait un retard sur les services parce qu'on n'avait pas anticipé. Alors ça, c'est peut-être vrai, mais c'est pas vrai dans le Cantal. Parce que historiquement, non mais c'est vrai, bon, je ne dis pas ça dans chaque département dans lequel je vais, mais quand même le Cantal a une histoire avec le numérique et depuis fort longtemps, d'abord sur la prise en compte des infrastructures, et puis également sur la prise en compte des usages et la préparation de cette société de l'information. Pour les plus anciens, je crois que le terme cybercantal vous parlera, mais je pourrais citer pléthore d'exemples comme cela. Donc je voudrais quand même recontextualiser et dire que les collectivités ont au contraire anticipé, et c'est bien sous l'impulsion des collectivités, Antoine Delaunay d'ailleurs l'a rappelé, que se sont développées ces stratégies numériques. Alors maintenant, sur la question des enjeux, qui quand même ont été un peu abordés dans la précédente table ronde, je vais quand même en citer quelques-uns et ce qui nous préoccupe beaucoup. Alors déjà, je vais revenir sur cette notion de résilience. Il ne s'agit pas de se faire peur pour se faire peur, il s'agit d'anticiper ce qui va inévitablement arriver. Et d'ailleurs, Romain Bonenfant de la FFT l'a bien rappelé, il n'y a pas que la résilience de nos réseaux, il y a aussi les questions de vandalisme. Il y a quelques temps, quelques semaines, de nouveaux actes de vandalisme organisés par des personnes qui étaient équipées, qui connaissaient les infrastructures, sont survenus sur 7 artères internationales en France. Oui. Et on a eu la satisfaction de voir que nos équipes étaient particulièrement réactives. Alors, c'est les infrastructures de SFR, enfin Altis, qui ont été le plus frappées. Et la réactivité des équipes d'Altis a permis de minimiser grandement ces attaques, ce vandalisme, voire même ce terrorisme. L'enquête nous dira de quoi il s'agit, mais voyez bien que ça, c'est une préoccupation majeure. Antoine Darod parlait du coup de masse qu'on peut donner dans un local technique qui priverait un quartier durablement, enfin assez trop longtemps de solutions. C'est aussi ça la résilience, c'est la sécurisation de nos infrastructures. Donc la résilience, c'est une chose. La complétude, on a évoqué la complétude, mais je ne peux pas évoquer la complétude sans rappeler l'excellence française sur les solutions satellitaires. On a la chance en France de disposer, et je pense qu'on l'entendra tout à l'heure, de disposer d'une capacité à offrir des solutions performantes d'accès à Internet très haut débit, en attendant bien entendu que la fibre se déploie partout, et on sait que ça sera long dans beaucoup de territoires.
Deuxième sujet, donc la complétude. Nous regrettons, je regrette, que comment dire, la formule ou l'idée d'une action collective pour vaincre les solutions de raccordement complexe n'est pas aboutie, faute d'un manque d'unanimité de la part des acteurs. C'est dommage, quasiment tout le monde était d'accord. Je soutiens ce que rappelait également la FFT sur la prime fibre, à l'image de ma prime rénov, qui permet aux foyers les plus modestes de disposer d'une aide pour le raccordement qui relève de leur responsabilité sur leur emprise privée. Donc, le raccordement de tous est bien entendu un sujet. La résilience, je l'ai évoqué, résilience, vandalisme. Et puis, ça a été évoqué par Olivier Riffard, pardon, par Olivier Fritz. Euh, la fermeture du cuivre est un enjeu stratégique majeur. C'est pas que le projet d'Orange. D'ailleurs, c'est pas le projet d'Orange, c'est un projet de société. À quel point ces infrastructures sont essentielles. C'est un projet qui soulève beaucoup pas d'anxiété, mais qui nécessite en tout cas d'être bien responsabilisé sur les problématiques de continuité de service, parce que on n'imagine même pas tout ce que peut faire le cuivre aujourd'hui et ce que devra faire la fibre demain ou les autres technologies. Il y a une importance aussi de migration vers les nouveaux usages et l'accompagnement de la migration du cuivre, la fermeture du cuivre et la migration vers la fibre doit entraîner la migration vers les nouveaux usages et par conséquent, il y a un enjeu de compétitivité économique nationale puisque le numérique sous-tend directement notre performance économique. On voit bien que la France, malheureusement, est gravement, lourdement en retard dans la digitalisation de nos entreprises et ça a un impact sur le PIB, ça a un impact sur l'emploi, ça a un impact sur notre place dans le monde, puisque nos entreprises, imaginez, la France est classée 20e sur 27 au niveau de la diffusion du numérique dans notre économie, alors que nous avons, si ce n'est les meilleures infrastructures, parmi les meilleures infrastructures du monde, alors que nous avons un PIB qui est une richesse de notre économie qui devrait nous permettre quand même d'appréhender ce sujet-là facilement, et en plus parce que nous avons des abonnements qui sont parmi les moins chers en Europe, peut-être le troisième moins cher comparativement au PIB des pays. Donc, on a beaucoup d'atouts et on est gravement en retard sur la digitalisation de nos entreprises. La fermeture du cuivre est une chance, une opportunité incroyable pour gommer ce retard et au contraire générer une forte croissance. Voilà les quelques chantiers, comme tu m'interrogeais là-dessus, qui nous animent en ce moment, qui vont nous animer cette année et l'année prochaine, même s'il y en a bien d'autres. Je me permets un dernier mot, si tu me l'autorises, Bien sûr. Sébastien, sur l'inclusion. On a parlé d'inclusion, je voudrais quand même bien rappeler ce que l'inclusion numérique, ce à quoi l'inclusion numérique correspond. Bien sûr, il y a l'exclusion du numérique du fait de l'absence d'accès, que ce soit du fixe, que ce soit du mobile, ça va de soi, enfin c'est le sujet en tout cas bien sûr qu'on appréhendera facilement. Mais il y a d'autres types d'exclusion numérique et qui sont donc des exclusions sociales de facto. C'est la capacité, enfin c'est des ressources, l'incapacité à se doter d'équipements performants pour pouvoir communiquer et utiliser les ressources numériques. Il y a l'électronisme qui relève d'un problème parfois générationnel ou d'un problème de formation et qu'il faut combattre. Et c'est aussi à la portée des collectivités, puisque tu m'interroges là-dessus. Et enfin, peut-être aussi, surtout, il y a le handicap. Et le handicap, ça touche énormément de monde et ça nécessite des outils. C'est le handicap dans la vie, dans la vie de tous les jours, mais aussi dans la vie professionnelle. Et Infranum travaille sur l'inclusion des travailleurs handicapés parce qu'il nous semble que c'est une opportunité, au contraire, à une époque où on a énormément de mal à recruter. Je vous passerai les détails là-dessus. On travaille énormément sur le sujet, y compris d'ailleurs sur la région Auvergne avec le France Travail. Et bien, le handicap est une chance évidemment colossale pour les personnes d'enfin pouvoir être insérées dans la vie active, mais aussi pour nos entreprises de disposer de ressources compétentes, motivées avec beaucoup de success stories. Donc, l'inclusion, c'est l'accès, les ressources, l'électronisme et le handicap. Voilà ce que je voulais synthétiser en tout cas comme une approche pour les collectivités. Merci, merci Philippe Legrand. Merci pour une fédération qui se contente pas de faire des infrastructures, mais qui pense effectivement la vie qui va avec. Et merci pour ce rappel de notre retard relatif, mais comblable, sur le plan des entreprises, puisqu'on a beaucoup de TPE et de PME, et ce tissu-là, effectivement, n'est pas encore tout à fait numérisé. Judith Ardon, on vous retrouve. Alors,
toujours avec les mêmes casquettes, et elles sont nombreuses, sur votre vision, là, de cet état des lieux, de déploiement des réseaux. Tout à l'heure, on était accroché à inclusion numérique des élus, inclusion numérique des agents publics, naturellement nécessité voilà, d'avoir les réseaux. Mais aujourd'hui, vous participez à plusieurs commissions, notamment la commission numérique de la MRF. Vous travaillez aussi avec notre ami Michel Sauvat qui est dans la salle. Voilà, quelles sont les attentes aujourd'hui des élus ruraux par rapport attente, inquiétude ou espoir vis-à-vis de cette phase finalement de finition. On sait que dans le bâtiment, les finitions, c'est ce qui est le plus long, mais bon, vous en êtes où, vous? Je pense qu'il s'avère qu'au niveau du déploiement, les finitions seront les plus longues également, on peut le dire, puisque c'est vrai qu'il y a pas mal de réseaux qui se sont déployés assez rapidement. D'ailleurs, ça a été un projet très rapide et on ne peut, alors on peut s'en réjouir, mais d'un autre côté, on peut aussi déplorer le manque de maturité qui a été la façon dont a été abordé ce projet. Il y a un manque de maturité certain, puisqu'il y a des problèmes qu'aujourd'hui on rencontre. Et si on avait un peu plus posé le sujet, on les aurait vus arriver. Voilà, on aurait pu les anticiper. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que on soulève des lièvres, hein, les associations d'élus, sur des problématiques actuelles, mais aussi à venir, puisque se mêle au déploiement des réseaux, du nouveau réseau fibre, l'arrêt du cuivre, et ça, c'est complexe. On a des élus qui comprennent pas encore l'intérêt du très haut débit, mais on leur dit quand même, on va arrêter le cuivre. Alors là, il y a une totale incompréhension. C'est un projet Orange, même si je sais pas quelqu'un d'Orange, oui. Orange s'est défendu, c'est son projet, C'est Olivier, c'est son réseau. Olivier Fritz, oui. C'est son réseau, c'est eux qui mettent toute l'ingénierie pour ce projet-là. Donc, la complétude. Alors, on nous dit complétude, peut-être, vous avez dit 100% fibre. J'ai bien entendu tout à l'heure. Mais voilà, on est d'accord. On est d'accord, 100% fibre. En tant qu'association d'élus, en tout cas les maires ruraux, mais je pense que Michel me rejoindra, c'est 100% fibre. On ne demandera pas. Bon, je me souviens, Antoine a rappelé qu'il y avait eu un glissement sémantique quand même. On bougera pas. D'accord. Non, mais ça le mérite de la clarté. Non, mais c'est ce qui a été demandé. Il y a certaines DSP qui ont été faites dans ce sens-là. Oui. Et à partir du moment où il y a eu une porte ouverte sur les racolons, il y a certains qui ont dit, ah, écoutez, il y a un problème, on va peut-être pas. Vous avez signé pour du 100% fibre, vous irez. On a dû se battre. Ceux qui avaient des DSP qui incluaient le 100% fibre ont dû se battre et doivent encore se battre pour que ce soit le cas. Alors, je vous dis pas ceux qui ne l'ont pas. On a une inégalité dans les territoires. Je ne parlerai pas des zones amies, hein. Je vais parler des zones initiatives. Oui, les zones qui sont concernées. On a une inégalité dans les territoires puisque selon les engagements qui ont été pris parce que ça s'est géré au niveau des départements. Alors les départements ont choisi de s'unir ensemble pour faire quelque chose, mais d'autres non. Mais selon la DSP qui a été signée avec l'opérateur d'infrastructure, eh ben il y a des gros blancs et on a quand même aujourd'hui c'est une volonté d'État de déployer, d'aller fort sur une société numérique avec la fibre pour avoir des réseaux qui tiennent la route. Mais on a demandé aux entreprises privées de réaliser ce projet. C'est un secteur hyper concurrentiel. Je pense que c'est un des secteurs les plus concurrentiels aujourd'hui et on attend d'entreprises qui sont en concurrence, pour le dire gentiment, qu'elles s'entendent qu'elles s'entendent et qu'elles arrivent à trouver un accord sur ce qu'elles doivent faire et pas faire. Donc, je sais pas, moi ça me trouble énormément, et de croire que ça allait passer facilement, je sais pas si c'est de la naïveté, je sais pas si c'est on met sous le tapis puis on verra plus tard. Je me pose vraiment des questions à ce niveau-là. Donc on est dans le dur. Maintenant on est dans le dur parce que il y a des logements qui sont pas raccordés et on nous dit c'est complexe. Alors complexe ça veut dire c'est trop long, c'est trop cher. Ou alors ça veut dire c'est vraiment compliqué parce qu'on ne sait pas comment on va y arriver sans tirer des kilomètres et des kilomètres qui vont peut-être même pas tenir au premier vent. Donc il y a complexe, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Voilà. Mais si même on arrivait à raccorder, à rendre raccordables les logements, attention, un logement raccordable n'est pas un logement raccordé. Demain, quand on va arrêter le cuivre, on va enlever le cuivre. Ceux qui n'ont pas encore choisi l'option fibre et qui veulent quand même avoir du fixe, puisqu'ils peuvent très bien utiliser les réseaux mobiles, hein,
ils vont demander un raccordement. Et là, on va se rendre compte que de raccordable, on ne sera jamais raccordé. Parce que être raccordé, ça veut dire de l'ingénierie sur le domaine privé, qui n'est pas toujours présente, voire même chère, onéreuse, complexe. Mais ça veut dire aussi, et là, c'est la super surprise, de l'ingénierie sur le domaine public et qui est à la charge des privés. Pourquoi? Parce que avec le service universel, et Orange a été le déployeur du service universel, à un moment donné, il y a de l'ingénierie qui a été faite sur le domaine public, mais les propriétaires au droit du terrain, alors la notion de droit du terrain, on va pas rentrer dedans, mais ça serait intéressant vraiment de regarder-le de près, parce que c'est hyper compliqué. Et au droit du terrain, en fait, eh ben, tout ce qui a été fait à l'époque est en fait propriété du propriétaire du terrain. Et ça, il y a des propriétaires qui sont propriétaires de leur infrastructure sur le réseau, sur le domaine public, sur la voirie publique. Ils savent même pas qu'ils en sont propriétaires, mais ils en sont responsables. Donc, s'il y a un problème et que ça passe pas, c'est à eux de payer. À eux de payer et de faire intervenir qui? Parce qu'on n'intervient pas sur le domaine public comme ça. On va pas ouvrir notre voirie à n'importe qui, n'importe comment. Donc, les problèmes, ils sont super complexes. On a dit, OK, tous les intervenants, tous les opérateurs d'infrastructure vont pouvoir se positionner. Et à un moment, il va falloir remonter à qui la faute. On sait quand on a beaucoup d'intervenants, à un moment, c'est facile de se renvoyer la balle si on n'a pas 100% de volonté, de bonne volonté. Voilà. Donc, on se bat ici, mais chacun doit se battre. Chacun doit être aussi honnête. Et là, je vais un peu attaquer les opérateurs commerciaux. Donc, attention, un opérateur d'infrastructure n'a rien à voir avec un opérateur commercial. Hein. C'est ça, hein, c'est pas la même maison. Hein. Sauf que les opérateurs commerciaux sont... Ah non, 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 c'est toujours un peu compliqué. Hein. C'est dur de prendre des gens la main dans le sac, hein, même si on le sait. Donc, à un moment, les opérateurs commerciaux, en ce moment, surfent sur le cul va s'arrêter, sur la fibre, il vous la faut tout de suite, regardez, ça arrive, et ils vendent n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe qui, avec des messages, des fois, tout à fait malhonnêtes. Ils abusent de la crédulité et de l'incompréhension des particuliers, des entreprises, des collectivités. Combien se sont fait vendre récemment encore des solutions non adaptées, onéreuses, avec un message des fois totalement malhonnête. Et là, je parle pour les opérateurs commerciaux installés. Je ne vous parlerai même pas de ceux qui, en plus, sont des personnes malhonnêtes. Donc, notre fonction aussi, notre rôle aussi, par rapport aux administrés, c'est de les informer sur ça, sur attention, les dangers, ils sont aussi là. Ne vous faites pas vendre n'importe quoi par n'importe qui. Si on entend certains opérateurs commerciaux, attention, oui Orange, j'ai rien contre vous, hein, mais certains opérateurs commerciaux vendent... Oui Orange, pardon, excusez-moi. Oui, Lionel est expert. Je vous voyais pas. Donc attention, il n'y a rien contre vous, hein. C'est par rapport à l'opérateur commercial. Parce que en fait, c'est pas des gens d'Orange, c'est des gens qui ont la concession, le droit de vendre des. Je sais, j'ai pas tout, j'ai jamais tout compris en fait. Eh bien, en fait, ils arrivent et ils disent, nous, Orange, nous sommes propriétaires du réseau, RIP Altitude, hein, mais c'est Orange derrière, hein, et donc il faut absolument que vous signiez chez nous si vous voulez avoir la fibre, et surtout avant les autres. Non mais arrêtez. Alors tout ça, c'est 100% du mensonge. Donc Orange nous dit, mais quand vous entendez ça, il faut nous le dénoncer. Un, on n'entend pas tout. Deux, les administrés ne nous rapportent pas tout, mais c'est à vous de faire le ménage chez vous, quoi. C'est pas à nous de le faire. Et là, on ne parle pas de la complétude, on parle des attitudes de chacun. Je pourrais en dire beaucoup plus sur d'autres choses, mais on va peut-être s'arrêter là. Mais on se battra jusqu'au bout pour la complétude. Je pense que le sujet est posé et merci Judith. Hein, ce qu'on vous demandait, c'était d'exprimer ce ressenti, à la fois cette pugnacité. Donc aujourd'hui pour vous c'est 100% fibre et c'est pas négociable. Ensuite il y a effectivement ce gap entre un secteur concurrentiel auquel on a confié quelque part des missions quasiment de service public. C'est une équation nouvelle, une équation bizarre qui a potentiellement ses sources de dysfonctionnement. Donc on entend que voilà, vous êtes tous mobilisés et en attente, mais vous lâcherez pas sur la destination et sur le fait d'offrir à vos administrés un service adapté à leurs besoins. Alors, un droit de réponse, hein, en l'occurrence, je crois que
Judith a secoué le cocotier, donc je vais demander à Clément de réagir d'abord, puis à Lionel, puis à Audrey, puis à Jean-Germain pour les opérateurs d'infrastructure. Oui, tout à fait, pour vous répondre évidemment, et puis répondre à l'ensemble des élus locaux que nous rencontrons quotidiennement et qui en effet nous, nous questionnent sur ces questions et de complétude et de raccordement et d'arrêt du cuivre, qui sont un peu les trois sujets liés. Et puis, tout à l'heure, quand je suis intervenu pour dire opérateurs commerciaux, c'est pas les mêmes que les opérateurs d'infrastructure, ça dépend lesquels, c'était juste pour souligner que Altitude Infra et peut-être TDF, nous sommes opérateurs d'infrastructure FTTH, mais on n'est pas opérateurs commerciaux sur ce marché. Oui, dans nos échanges avec les élus ruraux, d'abord, beaucoup sont très impliqués dans l'accompagnement du déploiement de la fibre. Et peut-être, comme vous en avez témoigné tout à l'heure, parce que ils recueillent l'ensemble des demandes des populations, des territoires dont ils sont maires. Et en effet, ça demande beaucoup de concertation, beaucoup de pédagogie, parce qu'on constate que la corrélation entre l'extinction du cuivre et l'arrivée de la fibre est peu ou mal compris par les populations, par les maires et par les populations. Alors qu'en réalité, ces deux processus sont intrinsèquement liés et qu'on peut réussir l'extinction du cuivre que si on prépare bien le déploiement de la fibre et que de façon symétrique, on doit veiller à ce que personne soit abandonné, personne soit sans solution avec l'arrêt du cuivre. Et c'est en même temps un moteur formidable pour nous obliger à réussir le déploiement de la fibre. Donc, comment est-ce qu'on répond aux maires ou comment est-ce qu'on répond aux populations? D'abord, on répond en disant qu'on est convaincu qu'il faut accélérer l'arrêt du cuivre. Il ne s'agit pas de refuser l'obstacle. Il faut accélérer, mais en nous assurant déjà que aujourd'hui, tous ceux qui veulent passer à la fibre le puissent. Pour ça, il faut qu'on trouve des solutions pour de simplification des raccordements, de simplification des processus, de mise en place de processus industriels. On voit là aujourd'hui les limites des processus industriels qui nous ont permis de déployer et de raccorder les clients les plus simples, le plus facile. Et là, lorsqu'on arrive sur le plus dur, on voit qu'il y a des choses à réinventer. Et ça, il faut qu'on se mette ensemble pour le réinventer. Et puis quelque chose qui me semble important, c'est que les opérateurs d'infrastructure soient à la manœuvre sur les projets d'arrêt du cuivre. Pourquoi? Parce que si on gère de façon séparée, d'une part, l'arrêt du cuivre par Orange, d'autre part, la fin des déploiements par les opérateurs d'infrastructure, on va créer un bazar auquel personne ne comprendra rien. Je comprends bien votre idée, Clément. L'idée, c'est que quand vous arrivez en tant qu'opérateur d'infrastructure mettre la fibre, c'est là que vous enlevez le cuivre? C'est ça le schéma idéal? Je suis pas en train de proposer un schéma industriel, mais oui, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Comme ça, on est sûr qu'effectivement, la personne n'est pas débranchée. Que l'opérateur d'infrastructure ait la main sur l'arrêt du cuivre. Évidemment, en coordination avec l'opérateur cuivre, en coordination avec les élus locaux et en coordination avec nos clients, les opérateurs commerciaux. Dans un monde où vous êtes en concurrence, c'est ce que disait Judith tout à l'heure. Oui, mais ça, dans les télécoms, on a l'habitude d'être une fois en concurrence et fournisseurs les uns des autres. Donc, voilà. Et puis ça, on doit, pour réussir ça, on doit accompagner les élus. C'est notre rôle déjà, c'est notre mission au quotidien en tant qu'opérateur d'infrastructure, mais aussi dans cette étape de transition vers le cuivre. Il y a eu, je pense, un dialogue de qualité qui s'est instauré au moment du déploiement. Je pense que maintenant, avec beaucoup d'élus locaux très impliqués, et je pense que dans cette phase d'arrêt du cuivre, on doit redoubler d'efforts et puis poursuivre cet effort et ce travail en commun des opérateurs d'infrastructure et des collectivités locales, des élus locaux. Merci Clément. Lionel Recorbet, président de XP Fibre, donc groupe Altis, dont fait partie également SFR, je le rappelle, qui est donc l'opérateur commercial, qu'on comprenne bien. L'opérateur d'infrastructure est celui qui déploie le réseau, l'opérateur commercial est celui qui vend les abonnements.
C'est à peu près ça? C'est à peu près ça. Merci. Donc, Lionel, bon, aujourd'hui, XP Fibre est déjà sur des raccordements complexes, escarpés, bizarres. Déjà, comment ça se passe? Parce qu'il y a des bonnes nouvelles quand même. Et puis, votre réaction à ce que Judith a partagé avec nous en termes de ressenti. Oui, bonjour Sébastien, bonjour à tous et à toutes. Alors je suis désolé, j'ai failli demander à Jean Germain de me représenter parce que j'ai la voix un peu comme il a, mais comme Orange Concession nous a pas encore acheté, voilà, c'est pas possible. C'était pas possible. Juste un peu, aujourd'hui, XP Fibre intervient sur à peu près 7,3 millions de logements. C'est-à-dire, on en a déployé cet été, on a continué à déployer cet été, on n'a pas trop pris de vacances. On a passé les 7 millions et sur les 7,3 millions de logements, en fait, on a des territoires qui sont assez divers et variés puisque on est à la fois en zone très dense, à la fois en zone AMI, à la fois en zone de délégation de services publics, en affermage ou en concession, et à la fois en zone AMEL. Et donc, on a ce recul un peu multiterritorial, je dirais, des déploiements et des raccordements qu'on peut réaliser sur l'ensemble de nos territoires. Aujourd'hui, 7 millions de logements déployés courant de l'été, ça veut dire qu'on est à 95%, un peu plus de 95% de déploiement sur l'ensemble de notre périmètre. Et donc voilà, on n'est pas loin du 100%, on n'y est pas encore, mais quand on regarde un peu dans le rétroviseur les 6 dernières années, qui sont les années de déploiement massif de la fibre sur le territoire national, en gros, on est passé d'un déploiement massif industriel, où on faisait 1000 prises en déployant 1000 mètres linéaires, à un déploiement en dentelle, où aujourd'hui, quand on fait 1000 mètres linéaires, on déploie 10 prises. Et donc, on va de plus en plus dans la ruralité, on a des hameaux isolés à aller chercher, on va les chercher, on va les rendre raccordables, mais évidemment, ces déploiements, sans même parler des raccordements dits complexes, ces déploiements sont des déploiements complexes. Déjà, Qui cette partie-là. nécessitent de créer des nouvelles infrastructures, de faire beaucoup plus de génie civil, parce que beaucoup moins d'infrastructures mobilisables, plus de fourreaux orange, des poteaux qui sont soit des poteaux qu'on peut pas utiliser, soit inexistants, parce que c'est des câbles déployés en pleine terre. Je prends l'exemple du Tarn. Hein, aujourd'hui, Orange a un patrimoine de 90 000 poteaux sur le Tarn, hein, qui est un département qui est pas très très loin d'ici. On a rajouté 80 000 poteaux pour pouvoir déployer le réseau Il a fallu structurant. doubler. Il a quasiment. fallu doubler le patrimoine parce que les câbles, à l'époque du déploiement du cuivre, avaient été déployés au SOC, en pleine terre. Et donc, on a dû doubler les infrastructures mobilisables sur le département. Et donc, aujourd'hui, on est vraiment dans cette finalisation du déploiement. Il nous reste quelques dizaines de milliers de prises à déployer en zone AMI. Et il nous reste à peu près 150 000 prises à déployer sur les zones de délégation de services publics et sur les zones AMEL. Voilà, notre objectif, c'est vraiment que l'année prochaine, on soit sur du 100% avec une petite astérix raccordable. Quand je dis petite astérix, pourquoi? Parce que effectivement, on va rendre raccordable l'ensemble des logements, mais derrière, c'est des raccordements complexes et c'est des raccordements longs. Et dans la logique, aujourd'hui, le raccordable ne veut pas dire raccorder. On a aujourd'hui à peu près 53% de taux de pénétration sur les réseaux. Il y a 3,7 millions de clients qui sont installés sur les réseaux XP Fibre. Ça veut dire plus d'un foyer sur deux aujourd'hui qui est raccordable. C'est déjà connecté à la fibre, et notamment dans les zones rurales, dans les zones de montagne. Donc là-dessus, on sait que c'est quelque chose qui fonctionne bien. En revanche, on sait que raccorder les clients, c'est compliqué. C'est compliqué. Et je vous parle pas du compliqué où c'est le sous-traitant de l'opérateur commercial qui va pas à l'autre bout du département, parce que aller faire 90 bornes ou 100 km pour aller raccorder un client compte tenu des conditions de sous-traitance du mode stock, il ira pas. Il va déclencher un échec de raccordement parce que c'est trop loin. Et même si le raccordement est réalisable. Je vous parle pas non plus des raccordements longs où, malgré les grilles de sous-traitance de l'opérateur d'infrastructure vers l'opérateur commercial adapté, comme les grilles de sous-traitance de l'opérateur commercial vers son sous-traitant ne sont pas adaptées, le sous-traitant ne fait pas le raccord. Et pour autant, il pourrait le faire, si toute la chaîne s'était structurée pour le faire. En revanche, il y a vraiment des raccordements dits complexes, où là, on a besoin de faire quelque chose. On a besoin de faire quelque chose, et on a besoin de trouver des solutions de financement. Parce que le vrai sujet autour de ça, c'est le financement que représentent les raccordements complexes. Le plan, il a été construit, et Antoine pourra en parler, il a été construit pour le raccordable principalement, et sur du raccordement standard.
Le raccordement complexe, il existait, mais on l'a pas vu à l'époque. Et on l'a pas vu, c'est-à-dire on l'a pas financé. On l'a pas financé, et dans ce manque de financement, on a deux solutions. On a eu cet échec des négociations, on va dire en discussion de place, qui nous permettrait et qui nous permettait potentiellement de réaliser ces raccordements complexes. Parce que raccordement complexe, c'est quoi? C'est la réalisation d'une infrastructure mobilisable. Alors, en domaine public, pour l'opérateur d'infrastructure, et potentiellement avec du domaine privé, où là, il y a des financements complémentaires, et je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur la capacité à avoir des financements, chèques raccordement, etc., qui pourraient sans aucun doute permettre de répondre aux enjeux fondamentaux du raccordement, parce que derrière, c'est quoi? C'est l'arrêt du cuivre. Et sans raccordement, il n'y a pas d'arrêt du cuivre. Ou il y a des gens, Voilà. à qui on va dire, bah maintenant, On vous débranche. débrouillez-vous. Maintenant, débrouillez-vous. Et forcément, quand je parle de petit astérix derrière le 99 ou le 100%, forcément, ces gens-là, il va falloir les adresser. Donc la priorité aujourd'hui, c'est de les identifier. Parce que cette identification des raccordements complexes, elle n'est pas forcément évidente. On peut avoir des infrastructures mobilisables en aval du PB et des fourreaux bouchés en domaine privé. On peut avoir ces fameux droits du terrain qui sont écrasés et qu'on rencontre et qu'on va constater au moment du raccordement. En revanche, il y a quelque chose qui est essentiel, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est quelque part un petit plafond de verre, entre guillemets, du taux de pénétration des réseaux. Aujourd'hui, on arrive sur des réseaux où il y a du 60, 65, 70% de taux de pénétration, et on ne va pas au-delà. Et là, ça commence à plafonner. Et là, ça commence à plafonner. Ça plafonne pour plein de raisons. Le DSL marche de mieux en mieux, hein, parce qu'il y a moins de clients dessus. Donc les gens se disent, Ah oui, ça pourquoi je soulage. bougerais ? Il y a beaucoup d'échos autour de la qualité, vous avez parlé, et Olivier, Romain a parlé du plan qualité, mais tous les bruits, malgré tous les efforts qui sont faits par les opérateurs d'infrastructure autour de la qualité, quelque part, les gens se disent, oh, bah, je vais peut-être pas bouger. Et puis, il y a la notion d'arrêt du cuivre, où on se dit, est-ce qu'il faut y aller ou pas ? On a un vrai rôle. On a un vrai rôle sur l'arrêt du cuivre. Moi, je pense que tout à l'heure, c'est toi, Olivier, qui disait l'État doit continuer à communiquer. Non, je pense que l'État doit commencer à communiquer sur l'arrêt du cuivre pour éviter les discours commerciaux que peuvent avoir certains opérateurs commerciaux, mais aussi pour inciter les gens à basculer. Il faut aujourd'hui qu'on incite, c'est maintenant qu'on doit inciter les gens à basculer, pas en 2029 quand on va leur dire l'année prochaine c'est fini, vous n'avez plus rien. Parce que on a un rôle essentiel, c'est identifier tous les raccordements qu'on ne pourra pas faire ou sur lesquels il va falloir en tout cas engager des travaux qui vont être longs pour pouvoir les réaliser. Et si on se retrouve, en gros c'est comme, on rentre tous de vacances, c'est super, et on a tous pris l'autoroute le vendredi ou le samedi. Ben, quand on l'a pris le samedi, on s'est retrouvé dans quoi? Dans les bouchons. On partait le jeudi, on n'avait pas de bouchon. Eh ben, en gros, c'est ça. L'arrêt du cuivre, c'est ça. Soit on part un peu plus tôt et on anticipe un certain nombre de raccordements et on évitera potentiellement les bouchons, soit on partira tous le samedi et on va se retrouver tous bloqués sur la route à attendre 6 mois, 9 mois, 12 mois pour avoir un raccordement parce que c'est un raccordement complexe. Et donc ça, on a un vrai rôle à faire. Et puis, il faut qu'on trouve des solutions. Il faut qu'on trouve des solutions. Le pré-raccordement, potentiellement. Parce que l'OI peut avoir un rôle sur le pré-raccordement. Le mode OI, quand on est en réitération, c'est-à-dire on a eu un échec de raccordement, on ne sait pas, parce qu'il y a des échecs de rack, on peut le faire en mode OI. Et je pense que les opérateurs commerciaux aujourd'hui sont assez matures, ont suffisamment de recul pour aller vers ce type de solution. Et en tout cas, c'est les discussions qu'on a sur le terrain. J'aimerais revenir sur un point. Je sais que je suis un peu long. Pour conclure. Pour conclure, c'est surtout sur la partie exploitation et résilience des réseaux. Aujourd'hui, et c'est Romain qui l'a dit, on a une valorisation des opérateurs en France qui est compliquée et qui est probablement inférieure à ce qu'ils valent. Mais alors la valorisation des opérateurs d'infrastructure est encore plus limite par rapport aux montants qui ont été investis. Le plan France Très Haut Débit, l'État a investi 6 milliards pour le plan. L'État, les collectivités territoriales.
Les opérateurs, ils ont investi à peu près 30 milliards, les opérateurs privés et les opérateurs d'infrastructure. Aujourd'hui, on est sur un équilibre économique qui est très, très sensible. C'est-à-dire que dès qu'on a eu ce plan qui a permis de financer les réseaux, mais maintenant, pour l'exploitation des réseaux, on a besoin de trouver des solutions économiques. Parce qu'on a justement de la sécurisation à mettre en œuvre, parce qu'on a de la résilience à déployer, et notamment des enfouissements de réseaux. Et tout ça, c'est pas couvert. Et c'est pas couvert par le plan de financement des réseaux. Et donc, il va falloir trouver des modalités de financement, aller peut-être chercher du financement chez les fournisseurs de contenu, ou trouver l'équivalent du FACÉ dans l'électricité au travers, on parle souvent du FANT, hein, Le fonds sans fond. le fonds sans fond, mais il va falloir peut-être à un moment donné trouver des fonds pour pouvoir avoir une logique de financement de cet équilibre des réseaux avec un point qui est fondamental, c'est la péréquation nationale. Parce que pour pouvoir et pour déployer des réseaux en zone AMI et en zone DSP et en zone AMEL, on voit bien que cet équilibre, il est différent. Et on peut très rapidement, si on ne trouve pas un accord de place, comme on l'avait prévu pour la GSECO, pour ces financements, pour cette exploitation, avoir des coûts d'exploitation qui explosent dans les zones rurales par rapport aux zones AMI et recréer un FTTH des villes et un FTTH des champs avec ce qu'on avait à l'époque du dégroupage. Vous aviez du dégroupage total, c'était X euros. Vous aviez du dégroupage partiel, c'était plus 5 euros par rapport à... Et donc, la campagne avait plus 5 euros par rapport à la ville. Est-ce que c'est ce qu'on veut sur la fibre? Je pense pas. Et donc là, il y a un vrai enjeu politique aussi autour de la péréquation tarifaire de l'exploitation des réseaux. Merci beaucoup Lionel. Alors c'est marrant, j'ai l'impression que chaque année on dit que il va falloir que l'État communique sur les métiers des infrastructures numériques, sur le fait de passer à la fibre, sur le fait pour les entreprises de passer à la fibre. Puis maintenant c'est sur l'extinction du cuivre. Bon, ça va peut-être se faire. Audrey Briand, donc directrice des relations avec les collectivités locales de TDF. Même réponse à l'interpellation de Judith autour justement de l'avancée de ces réseaux. Est-ce que vous constatez le même effet de plafonnement entre le raccordable et le raccordé? Voilà, point d'étape en ce qui concerne vos réseaux. Alors merci Sébastien et merci encore aux élus du Cantal pour cette invitation de 19e. Très fière d'être à nouveau parmi vous. Je ne sais pas si je peux me permettre de faire un petit pas de côté pour parler. Je vais revenir sur la fibre, mais je pense qu'il y a déjà tellement de choses qui ont été dites par Lionel que j'ai peur de dire un peu la même chose parce que je suis tout à fait en phase avec ce qui vient d'être dit. Et puis que TDF n'est pas seulement un opérateur d'infrastructure des réseaux fibres, mais aussi un opérateur qui fait de la radio. Et puis peut-être que j'ai voulu voir aussi le sujet qui était proposé aujourd'hui, l'inclusion numérique, comme quelque chose de positif. Donc je suis pas allée chercher les problèmes, je suis allée chercher les solutions. Alors, le problème, il a été exposé X fois, l'inclusion numérique. Évidemment, on est face à un réel risque, je dirais presque de double peine, celui de voir le réseau cuivre parfois tant critiqué, mais en fait tant aimé. Chez certaines personnes que je connais directement, c'est un vrai arrachement presque sentimental de dire qu'un jour, ils n'auront plus la ligne téléphonique chez eux. Donc, il y a le sujet de la qualité des réseaux, mais il y a aussi le sujet de simplement que les gens sont attachés finalement à ce réseau cuivre et le voir partir et puis en même temps de ne pas avoir une solution de fibre, en tout cas immédiate, dans le cas, et c'était X fois exposé, de difficultés de raccordement, pas forcément sur la voie publique, mais je pense que nous, là, on arrive dans le dur du dur, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, et sur les territoires dans lesquels on déploie la fibre, ça devient effectivement la partie privative des logements pour lesquels il faut trouver des solutions. Donc, comme je le disais, j'ai vu les choses plutôt positivement et je me suis dit, mais en fait, alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, Philippe avait exposé très bien les choses en disant qu'on était quand même déjà très bon sur la fibre, mais je pense qu'il y a d'autres domaines sur lesquels on est bon et il faut parfois se le dire aussi, puisque quand on parle de numérique, on ne parle pas que de la fibre. Il y a plein de types de réseaux. Et le premier, en tout cas, je me suis mis en tant que TDF en me disant quelle est finalement notre part de responsabilité dans ce défi qui est collectif, qui est clairement d'arriver alors si ce n'est au très haut débit, au 100% fibre, en tout cas, à ce que chaque citoyen ait accès aux infrastructures numériques qui lui correspondent. Et la première dimension qui fait TDF nous parle de ce point de vue-là, c'est effectivement les réseaux et la couverture mobile des opérateurs. Je trouve qu'on l'a assez peu évoqué, mais on est quand même aujourd'hui sur un territoire
qui a été longtemps critiqué parce qu'il y a beaucoup de zones blanches, il en reste encore, on ne dit pas que tout est parfait, mais enfin, depuis 2018, depuis le New Deal mobile, clairement, la 4G, vous donnerez votre avis si il reste encore des zones blanches sur votre territoire, mais la 4G s'est généralisée en France. On voit bien aussi qu'elle s'est largement améliorée sur la couverture des réseaux de transport, qu'il s'agisse des réseaux de route ou des voies ferroviaires. Et puis la technologie de la 4G fixe, qui avait été aussi lancée au moment du New Deal, a quand même permis et permet toujours à certains citoyens qui ne peuvent pas accéder à la fibre de pouvoir bénéficier du très haut débit. On parle de 4G, il y a de plus en plus de 5G qui se déploient, y compris en zone rurale. Et donc là aussi, je pense que c'est important, dans ce contexte où on a ce sentiment de se dire mais mince, les gens vont être coupés du monde, de se dire que quand même, on est un petit peu moins coupé du monde quand on a un réseau téléphonie qui fonctionne, voire qui nous permet de télétravailler ou de faire de la télémédecine chez soi. Je ne dis pas qu'il faut seulement être accordé chez soi, il faut avoir de la téléphonie mobile un peu partout. Mais enfin, chez soi, quand on la reçoit, c'est effectivement quand même, je vais pas dire une bouée de sauvetage, mais enfin, c'est quand même quelque chose de plutôt... C'est un vrai service. Voilà, c'est un vrai service. Donc là-dessus, effectivement, chez TDF, nous, c'est notre mission et on est fiers de pouvoir dire qu'au quotidien, on vise effectivement à aller couvrir. Donc on est au service des opérateurs, puisqu'évidemment, ce sont nos clients, mais qu'en tout cas, on est prêt à aller dans l'Hexagone, mais aussi dans tous les autres mers, mettre ces pylônes qui manquent. Avec peut-être juste un point sur ce qu'on appelle nous l'indoor en très mauvais français, c'est-à-dire les zones aussi À l'intérieur, dans les bâtiments. à l'intérieur dans les bâtiments, exactement, qui peuvent être même des fois des zones presque extérieures, mais qui sont quand même considérées comme confinées. Je pense évidemment aux tunnels quand on est plutôt dans les zones rurales, au métro quand on est plus dans les zones urbaines, mais c'est aussi des salles de concert, des salles de spectacle, ça peut être des bâtiments publics. Là aussi, on le sait, avec les nouvelles constructions, le côté hermétique des bâtiments est de plus en plus fort, et donc on a besoin de couvrir ces bâtiments en indoor, et c'est une activité qui se déploie très fortement. Donc chez TDF, on travaille déjà avec beaucoup de collectivités là-dessus, et évidemment, on sera très heureux de pouvoir en discuter avec vous. La deuxième dimension que je vois comme intéressante à relever pour ce défi de l'inclusion numérique et pour laquelle je dirais TDF est partie prenante, je passe sur ma parole, c'est évidemment l'accès à la télévision pour tous. Là aussi, donc, on le disait, on a ce sentiment coupé du monde. On vient de vivre une quinzaine olympique assez exceptionnelle. Je crois que tout le monde a plutôt bien suivi ces Jeux olympiques de Paris. Ça a réuni des millions de Français devant leur téléviseur. C'était de la télévision linéaire. Voilà. Après, on pouvait être connecté à la DSL, à la fibre, à la télévision numérique terrestre, à la TNT. On vivait tous au même moment, les mêmes émotions, cette même ferveur. Et ça, je pense que, enfin, c'est pas je pense, je suis persuadée, on n'a pas besoin pour ça d'être abonné donc de payer un abonnement fibre ou un abonnement à DSL. C'est gratuit. C'est ce que permet la TNT. Évidemment, c'est entre autres TDF, qui diffuse. Mais je pense que c'est important de le rappeler parce que on est en train de parler de la fin du cuivre. On voit bien que voilà, il y a un certain déchirement chez certains citoyens de pouvoir se dire mince, on perd un réseau. La télévision, et Dieu sait si elle est importante et je pense inclusive, et ça va bien au-delà de l'inclusion numérique. Là, c'est de l'inclusion tout court, d'avoir l'accès à l'information, une information libre, de qualité, dont l'Arcom est garant, et on l'a vu récemment encore. C'est 27 chaînes, n'oublions pas, de télévision gratuites, disponibles pour tous, des télévisions locales aussi qui sont sur la TNT. Donc je pense que voilà, dans ce contexte où on voit bien que on parlait de résilience et je pense que la TNT est un gage de résilience et de fiabilité, très clairement, comme réseau. Ça prend une toute autre importance dans ce contexte, justement, de la fin du réseau de cuivre. Et rappelons quand même que 20% des foyers français aujourd'hui, donc c'est pas rien, n'ont que l'accès à la TNT de manière exclusive pour recevoir les chaînes de télévision. Donc 60% l'utilisent, mais 20% n'ont que ce moyen d'accès. Donc, et là aussi, me permettrait de faire une petite page de publicité sur sur TDF, mais pas que TDF, parce que là c'est plutôt France Télévisions. On parlait des Jeux Olympiques à l'instant, je l'évoquais tout à l'heure avec les élus, mais effectivement, en plus d'être un atout considérable, me semble-t-il, pour notre pays, la TNT est une technologie qui évolue. Et donc là, pendant cette quinzaine olympique, qui est depuis début juillet jusqu'à fin septembre, c'est disponible sur, alors non pas 100% de la population, on aimerait, 74% pour l'instant, donc ça concerne quand même 50 millions de Français. Le bassin d'Aurillac est concerné puisque j'ai bien vérifié que l'émetteur d'Aurillac diffusait l'ultra haute définition. Donc France Télévisions a rendu disponible justement l'UHD sur ces deux chaînes principales sur lesquelles sont diffusés évidemment tous les Jeux Olympiques et à partir de demain les Paralympiques, France 2 et France 3. Et donc vous n'avez qu'à aller sur les canaux 52, 53, mettre à jour votre téléviseur pour pouvoir en bénéficier. Ce que ça dit, c'est que la gratuité, ça doit pas compromettre la qualité de service. Et ça, je pense que c'est aussi important parce que là, quand on parle de la fibre, on parle forcément d'abonnement.
il y a aussi un service qui existe, qui est celui-là, qui est résilient et qui évolue et qui se modernise. Et je vais aller très vite sur la troisième dimension, mais je peux pas ne pas l'évoquer parce qu'on est quand même opérateur d'infrastructure fibre. Évidemment, ça a été largement discuté. C'est l'objectif du 100% fibre. Donc on l'a tous dit, hein, voilà, déploiement total. Je vous rejoins de la fibre en France d'ici 2030. Peut-être juste pour faire un récap très rapide, nous, chez TDF, on a déployé aujourd'hui rendu raccordable l'ensemble de nos réseaux dans le Val d'Oise, les Yvelines, le Val-de-Loire et l'Anjou, donc 5 départements. On a un projet qu'on a gagné il y a 2 ans qui est Faucigny-Glières pour lequel les déploiements avancent vite et devraient être entièrement déployés d'ici 2025. Donc c'est 771 000 prises. C'est 107% des objectifs de déploiement initiaux, parce que c'est ça aussi. C'est que voilà, les habitations, elles augmentent, il y a de nouvelles constructions. Donc entre ce qu'on a signé au moment où effectivement on a pris ces marchés et aujourd'hui, c'est tout à fait normal, le réseau grandit. On a un taux de commercialisation de 56%, mais je rejoins ce que tu disais, Lionel, sur le fait que dans les départements les plus matures, je pense au Val d'Oise, on sent qu'on atteint voilà, entre 65 et 70% de taux de Et là, pénétration. ça commence à patiner. Ça commence à être compliqué d'aller chercher les derniers. Et puis évidemment, quand on parle du 100% fibre, vous l'avez dit, on ne parle pas du 100% raccordé. C'est ça le grand défi pour moi, c'est-à-dire que là, on est sur du 100% raccordable. Évidemment, le défi, il est immense et il suffira pas, voilà, de rendre raccordable tout le monde pour que tout le monde ait la fibre. Il y a évidemment ce sujet des travaux là sur les parcelles privées qui est, à mon avis, très compliqué. Donc, je vais pas redire tout ce qui a été dit, mais évidemment, l'absence de fonds de péréquation, l'absence de service universel, ça va quand même être complexe, très compliqué. Voilà, je finirai juste sur parce que c'est un sujet qui me part directement et pour connaître pas mal de gens qui en bénéficient. J'ai beaucoup parlé de la gratuité de la TNT. Il y a aussi un vrai sujet du remplacement du réseau de cuivre pour le tarif social. Et ça, je pense que c'est plutôt voilà, Orange qui aujourd'hui pourra en parler, puisqu'il y a toujours un tarif social de la téléphonie RTC cuivre. C'est 6,49 € par mois. Donc on est quand même assez loin des abonnements, même les moins chers, à des réseaux fibres. Et ça concerne encore beaucoup de gens qui ont cette ligne téléphonique, qu'ils payent voilà, une somme très, très modique. Là aussi, il va falloir se poser des questions de comment on fait. De Comment on fait l'Internet pour social. inclure ces foyers qui sont nombreux. Ça, je ne connais pas le nom, mais je sais qu'ils sont encore nombreux pour en connaître, qui bénéficient de ce tarif social du réseau fibre. Je terminerai juste en disant que, comme j'ai dit que j'étais très positive depuis le début, je pense que même si effectivement il y a de grands défis qui sont devant nous, ces défis ils sont à la hauteur de notre ambition collective. On l'a vu depuis plusieurs années, hein, qui aurait dit qu'on serait si aujourd'hui en Europe. Et donc je suis persuadée qu'on fera de la France un modèle de connectivité et puis surtout une grande réussite de cet engagement que nous avons tous de la transition numérique. Je te remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Audrey. Il faut vouloir. Jean Germain, vous avez été sollicité. Il faut faire passer le micro vers Jean Germain. On en a un qui nous a lâché. Donc, de votre point de vue, comment ça se passe? Même constat sur le patinage, sur le taux de pénétration, et puis évidemment cette question de voilà, quand vous arrivez fibre, cuivre, comment ça se passe? Et puis les interpellations de Judith, évidemment. Très bien, merci Sébastien. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on a les mêmes constats globalement que l'on partage avec les autres opérateurs d'infrastructures sur les grandes tendances en matière de commercialisation. Peut-être un mot déjà sur le déploiement et le sujet de la complétude que vous avez abordé juste avant. C'est un sujet qui est au cœur de notre mission, hein, la mission de l'inclusion numérique qui fait que notre principale mission, c'est de rendre possible à tous l'accès à des infrastructures de très haut débit avec la construction de réseaux FTTH sur l'ensemble du territoire, et avec des niveaux de complétude extrêmement élevés. Pour ce qui concerne Orange Concession, on sera à la fin de l'année à 4 millions de prises raccordables. On est à 3,8 millions aujourd'hui, donc on a un taux d'avancement de 95%. Là, on a la responsabilité de la construction et avec des taux de complétude assez élevés, puisque sur les 6500 communes que l'on couvre sur le territoire métropolitain et ultramarin, on a plusieurs milliers de communes qui sont déjà avec des taux de complétude de 98, 99, voire 100% pour un certain nombre de communes assez substantielles. Et donc, ce niveau de complétude qui est quand même déjà très élevé nous permet d'envisager avec beaucoup de sérénité
la bascule et l'opération de fermeture du cuivre, puisque l'ensemble de nos réseaux et nos prises seront raccordables. Et puis, comme on est à Aurillac, on a le plaisir aussi d'accompagner la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis 10 ans sur leur projet d'aménagement numérique du territoire. On a construit les 3 premières phases, phase 1, phase 2, phase 3. On accompagne la collectivité qui a repris le relais pour la construction de la phase 4. Et au global, on aura la responsabilité d'exploitation à peu près de 500 000 prises sur l'Auvergne, sur les 4 départements auvergnats dans quelques mois, ce qui fera de l'Auvergne un des plus grands RIP de France avec ces 500 000 prises. Alors, il y a la question du déploiement. Je pense que la qualité de service, c'est aussi un enjeu d'inclusion numérique pour qu'on puisse apporter, Lionel le soulignait, le même niveau de qualité de service dans les territoires ruraux que dans les territoires urbains. Et forcément, ça passe par une obsession de la qualité. C'est aussi l'ADN d'Orange, concession avec son partenaire industriel Orange, de construire des réseaux résilients, bien conçus, et qui permettent, je dirais, d'affronter les différents aléas qu'on peut rencontrer de manière plus sereine. Pour autant, on a l'ambition de construire des plans locaux de résilience dans chacun de nos territoires d'ici la fin de 2027. Voilà, c'est un processus long d'identification, d'analyse des risques, de priorisation des actions, etc. Et donc, on a l'ambition de construire pour chaque RIP un plan local de résilience d'ici 2027. On mobilise aussi beaucoup des partenaires sur les audits. Romain y faisait allusion. On fait plus de 30 000 audits pour s'assurer que l'ensemble des personnes qui interviennent sur nos réseaux interviennent de façon, je dirais, sérieuse et responsable. C'est important, notamment dans cette période de commercialisation. On a des milliers de techniciens qui, pour le compte des opérateurs commerciaux, interviennent sur nos réseaux. Il s'agit bien de contrôler l'ensemble de ces interventions. Aujourd'hui, il faut être prudent, on est plutôt bien placé par rapport à l'ensemble des mesures qui sont opérées par l'ARCEP en matière de taux de signalisation, de taux d'échec de raccordement, mais on continue à investir et ça permanent sur la qualité des réseaux. Et puis la qualité, elle s'apprécie aussi, de mon point de vue, sur l'ensemble de la dimension RSE pour qu'on construise des réseaux résilients, mais aussi responsables, avec un certain nombre d'initiatives que l'on prend pour réduire l'empreinte carbone, pour aussi engager des actions sur le plan social et sociétal. Là, l'enjeu d'inclusion, ça a été évoqué dans des différentes tables rondes, il passe aussi par la capacité pour un opérateur d'infrastructure, avec le concours de l'ensemble des élus qui ont un rôle majeur dans l'accompagnement de cette bascule du cuivre vers la fibre, d'accompagner l'ensemble de la population pour cette bascule et ce grand remplacement. Et l'horizon de l'arrêt du cuivre approche. On voit bien qu'il va y avoir une accélération massive. Il s'agit de bien communiquer, bien sensibiliser l'ensemble des populations sur les disponibilités. Il y a encore, on avait fait un sondage, on le rappelle régulièrement, qu'il y a encore un certain nombre de prospects qui ne savent pas que la fibre est disponible au pied de chez eux, qu'il y a un certain nombre de démarches, etc. Donc il y a tout un travail à faire. De notre côté, Orange Concession prend un certain nombre d'initiatives en matière de communication commerciale pour essayer d'accélérer la bascule, de communiquer, d'être aux côtés des collectivités locales pour encourager beaucoup d'actions de proximité pour favoriser cette bascule. On s'appuie sur un certain nombre d'études que l'on fait auprès de nos clients et nos prospects. On fédère de plus en plus dans nos campagnes de communication commerciale à la fois les collectivités et les opérateurs commerciaux qui s'associent à nos campagnes. On va dans quelques semaines engager une nouvelle campagne de communication après la fibre nous relie, après la fibre est à votre porte. Et là, on s'engage sur une campagne de communication sur la fermeture du cuivre. Mais comme l'a précisé Lionel et d'autres personnes, on souhaite aussi que l'État engage résolument une campagne de communication institutionnelle sur la fermeture du cuivre. On sera encore plus légitime pour communiquer dans le sillage de cette communication nationale. Et puis pour terminer, je voudrais quand même insister, même si c'est un peu indirect, que l'inclusion numérique elle passe par la capacité des opérateurs d'infrastructures à pérenniser leur modèle économique pour pouvoir continuer à délivrer un service de qualité dans la durée. Et on a évoqué déjà un certain nombre d'initiatives. On a atteint la barre cet été des 50% de taux de pénétration.
On va continuer à travailler pour aller au-delà, 60, 65, 70. On constate aussi les mêmes phénomènes, un peu d'asymptote, autour de 65, 70% de taux de pénétration sur nos réseaux les plus matures. On va continuer à communiquer, mais il faut se rendre compte que cette commercialisation, ce niveau de commercialisation ne suffira pas à assurer l'équilibre économique de nos projets dans les conditions actuelles. Et le modèle français du FTTH contient des éléments de péréquation partielle, mais il faudra le compléter et le consolider pour garantir une péréquation totale. Et c'est le cas sur le GC. Je ne vais pas revenir sur les difficultés qu'on a sur les GC, les tarifs de GC BLO, comme vous le savez. Génie civil, GC. GC, génie civil, BLO sont moyennés aujourd'hui entre les zones denses, les zones moins denses. Mais aujourd'hui, les décalages temporels en matière de déploiement des projets, des RIP, nécessitent de différencier davantage la refacturation aux OC entre zones denses et zones non denses. Et puis, on constate sur le GCD3 qu'il y a un vrai problème. On n'a pas les financements pour assurer dans de bonnes conditions les raccordements clients, les raccordements complexes, etc. Et on regrette bien entendu l'abandon des projets de GSECO, le fait qu'on n'a pas de visibilité sur d'autres projets alternatifs de fonds de péréquation, et on aura aussi sans doute des difficultés à refacturer aux opérateurs commerciaux le delta de nos tarifs d'accès. Et par ailleurs, et Lionel l'a évoqué également, si le plan très haut débit a permis de compenser les écarts de coûts de déploiement sur le territoire, avec notamment les RIP, mais on n'a pas du tout le sujet d'exploitation avec des tarifs et des coûts extrêmement hétérogènes entre les zones, lui demeure entier, il va falloir le traiter. Et donc petit à petit, l'ensemble de ces éléments font que les tarifs d'accès sont donc quelque part en train de diverger par petites touches. On voit bien que certains RIP, certains opérateurs d'infrastructures prennent des initiatives et on s'écarte un petit peu du modèle de 2015 et que ça génère des tensions, des contentieux, etc. Et ça, c'est pas propice à trouver des solutions un peu stables et généralisables dans la durée. On voit bien aussi que des approches RIP par RIP avec des initiatives, etc., n'ont pas eu le succès escompté. Il faudrait absolument repenser globalement la répartition raisonnable de l'effort de péréquation entre les OI, les OC et l'ensemble des soutiens publics potentiels pour préserver un des éléments importants en France, c'est d'offrir un tarif de détail partout homogène sur le territoire, qui est une force et qui est un élément important sur le territoire. Et donc, de notre côté, chez Orange Concession, nous appelons vraiment tous les acteurs à se mobiliser pour essayer de trouver des solutions pour assurer la pérennité économique de nos réseaux dans la durée et continuer à investir dans nos réseaux, et nous y contribuerons bien entendu très volontiers. Merci Jean-Germain. Un nouvel appel à la péréquation. Je me souviens de la proposition de loi du sénateur Maurey, c'était quelle année? 2016-2017? Ouais. Bon. Il y avait de l'anticipation à ce moment-là. Formidable. Marc, je m'aperçois que je vous ai installé entre deux acteurs du satellite. C'est pas grave, on s'entend bien. C'est bien parce qu'en plus les paraboles qui projettent l'internet sur les satellites, elles sont gavées de fibres, donc tout va bien. Je rappelle que vous êtes le directeur commercial Solutions Europe du Sud de Prysmian qui est le leader mondial des câbliers et notamment de la fibre optique, et aussi président d'Objectif Fibre. Là, je m'adresse au président d'Objectif Fibre. La fibre sur des poteaux, c'est une hérésie? C'est gentil cette question. Non, c'est pas une hérésie. Est-ce que ça peut durer? C'est ça la question en fait. Oui. Oui? Oui. Oui. Ça durera moins longtemps qu'un câble enterré, mais oui, ça peut durer. J'ai entendu beaucoup de choses là qui sont avec lesquelles je suis effectivement en phase, qui sont très intéressantes. Si tu permets, je vais peut-être rappeler ce qu'est Objectif, parce qu'on est un animal un peu étrange dans cette filière. Donc Objectif Fibre, en fait, est une plateforme qui a été créée en 2013, donc qui fête ses 15 ans cette année, et qui regroupe en son sein l'intégralité de la filière à travers des fédérations professionnelles.
dont Infranum, dont la FFT, dont la FIEC, qui est la Fédération des équipementiers, et de fédérations d'installateurs. Et l'objet de cette plateforme, c'est d'aider la filière pour faire en sorte que les réseaux optiques qui soient déployés le soient dans un souci de qualité, d'homogénéité et de pérennité. Donc le fond du problème en fait aujourd'hui quand vous posez des réseaux, et je vais enfoncer des portes ouvertes, mais c'est bien de rappeler des choses de base. Tout à l'heure, Antoine parlait de bricolage. Vous savez, les bricoleurs, c'est comme les chasseurs. Il y a les bons, il y a les mauvais. Donc, je suis pas en train de dire qu'il faut bricoler, mais si des réseaux ne peuvent être de bonne qualité que s'ils reposent sur deux choses fondamentales. D'abord, des composants qui sont de bonne qualité, et ensuite, une mise en œuvre qui est faite selon les règles de l'art. Sur le premier point, les composants, donc on va parler des câbles, on va parler des armoires, on va parler des tiroirs, on va parler de tout ce que vous voyez tous les jours qui est déployé dans la rue. Et là, je pense qu'on a une grande chance en France, c'est qu'on a une filière industrielle qui est forte, et je pense que c'est une des raisons du succès et de la rapidité avec lequel le plan France Très Débit a été déployé. Donc ça, c'est un actif, c'est un actif qui est très fort, c'est un point fort qu'a la France par rapport à certains de ses concurrents qui se sont complètement désindustrialisés sur le secteur. Et c'est une filière qu'il faut garder forte, notamment si on veut ensuite parler de résilience. La résilience, ça voudra dire être capable aussi de réparer des réseaux, donc d'avoir immédiatement sur place disponible des ressources matérielles et humaines qui vont être capables d'agir. Donc ça, c'est la première nécessité, c'est de travailler avec des composants qui sont adaptés à l'usage qu'on veut en faire. Donc en France, on a des normes, on a des recommandations qui ont été faites par les comités d'experts de l'ARCEP, il y a les stas des opérateurs, donc tout est là pour ne pas se tromper dans les composants. Ensuite, il y a la mise en œuvre. La mise en œuvre, c'est de s'assurer que les équipes de pose sont formées et travaillent selon les règles de l'art. Ça aussi, ça peut paraître une évidence, mais c'est un prérequis qui est important. J'ai entendu tous les opérateurs d'infrastructure en parler. J'ai aussi noté l'intervention de Romain Bonenfant de la FFT qui parle des audits qui ont été mis en œuvre depuis maintenant quelques années suite aux échanges qu'il y a eu entre FFT, LNCT, l'ARCEP et Infranum. Donc, je pense que ça va dans le bon sens. Mais si vous n'avez pas ces deux choses, si vous respectez pas strictement les normes pour l'approvisionnement des produits, et si vous ne respectez pas strictement les règles de l'art pour poser ces produits, ben vous allez être un mauvais bricoleur. Pour reprendre le terme d'Antoine, si je peux me permettre. Et Objectif travaille dans cet esprit. Tous les ans, on publie des guides qui sont en libre accès. Je vous invite à aller les télécharger sur la plateforme. On vient de publier cette année un guide qui est la refonte du guide 2020, justement, sur le raccordement dans l'immobilier existant. Donc, on a enrichi ce guide pour tenir compte des problématiques de raccordement long, de raccord complexe, des nouvelles techniques qui sont mises à disposition aujourd'hui de la filière. Et ces guides étant écrits par l'intégralité de la filière, ça doit être le référentiel commun, ça doit être la Bible à partager. Donc, voilà, moi je vous invite à aller consulter ces guides. Ils sont en libre accès, ils sont gratuits. J'en ai un sur le stand si vous voulez venir les voir. Mais voilà, ces deux choses-là sont impératives. Déployer correctement des matériels adaptés. Si vous prenez pas les bons matériels, si vous les faites installer par des gens qui sont pas formés, ben c'est sûr qu'un câble aérien il va pas rester longtemps en l'air. Voilà. Et sur la question de la protection, on parlait du coup de masse dans l'armoire. Aujourd'hui, c'est une ressource, on l'a dit, un réseau essentiel. Donc, est-ce qu'il faut prendre des mesures particulières de protection de ces réseaux? Alors, oui, on peut toujours les protéger, mais déjà, alors il y a énormément de choses qui ont été faites sur ces fameuses armoires, les plats de nouilles, donc les remettre en service, peut-être les durcir, ne serait-ce qu'en utilisant aussi des composants qui sont, avec l'expérience, qui vont être de plus en plus peut-être protégés, de plus en plus difficiles à aller attaquer. Après, par essence, les armoires de rue étant dans la rue, étant partagées, oui, il faut peut-être, mais il y a des solutions qui ont été développées pour les sécuriser. C'est plus aux opérateurs d'infrastructure et aux opérateurs commerciaux de répondre sur cette question. Les matériels existent, les solutions techniques, elles existent. Ouais. C'est pas un problème technique, c'est un problème de choisir les bons matériels et de les faire installer par les bonnes personnes qui sont formées. Voilà, c'est ce que je peux dire en tant qu'Objectif. Ensuite, en termes de méthode et process. Aujourd'hui, en France, la part le pourcentage de la fibre Prysmian dans les réseaux, on sait l'estimer ou parce qu'il y en a une bonne partie qui est fabriquée en France. Enfin, tout ce qui est vendu en France aux opérateurs d'infrastructure est fabriqué en France, à Douvrin et Oui, alors si je prends ma casquette d'industriel, effectivement, Prysmian, on a effectivement une présence importante et
Donc j'en profite, je suis ravi d'être là parce qu'on a participé aux différentes phases de déploiement de l'Auvergne et qu'on va continuer à être fournisseur de produits pour l'Auvergne. Donc oui, la fibre, on fabrique de la fibre en France. Alors je sais que ça me fait toujours bizarre de Il y a le de dire, l'industrie. mais figurez-vous qu'on fabrique de la fibre en France. On est même le seul pays européen qui a une filière complètement intégrée qui fabrique de la fibre. On n'arrête pas de nous parler de l'exemple anglais, de l'exemple allemand. Je vous recommande, je vous invite à aller faire un tour en Angleterre, un tour en Allemagne, et vous allez voir, il n'y a pas beaucoup d'industriels dans ce secteur. Il y en a même pratiquement plus. Ils ont tous été, ils ont tous disparu. Donc oui, pour répondre à ta question, Prysmian, on doit représenter à peu près 40% de ce qui a été installé en France. 40-45%. Ouais, c'est significatif quand même. Oui. C'est de la fibre made in France. C'est de la fibre made in France d'Ouvrin, dans le Nord. Si certains veulent venir visiter, l'usine est ouverte. Merci. Enfin, vous êtes ouverte. Merci beaucoup, Marc. Merci. Christophe Houtier, on va prendre la fusée, si je puis dire. Hein. On va faire un tour dans le ciel avec vous. Et même si Nornet est un opérateur généraliste, souhaitiez partager avec nous Neosat. Voilà, Neosat, solution par satellite qui permet, on l'a entendu, hein, il va falloir développer des solutions alternatives temporairement ou durablement, on ne sait pas encore, hein, puisqu'on n'est pas dans l'anticipation. Donc, c'est à vous. Merci Sébastien. Merci pour cette invitation. On est ravis avec les équipes de Nornet de venir pour la 12e année consécutive à Aurillac. L'an dernier, on avait annoncé l'arrivée imminente d'un tout nouveau satellite de dernière génération dont Étienne parlera, un satellite surpuissant. Eh bien, c'est chose faite et c'est un outil clairement pour l'inclusion numérique parce qu'il va permettre d'apporter du très haut débit tout de suite, partout et pour tous. Donc, cette année, on a décidé de vous parler de Nornet un peu autrement, fournisseur d'accès Internet depuis 30 ans, expert des connexions Internet par satellite et on vous invite à prendre une grande inspiration. Puis à vous concentrer sur ma voix. Car je suis la voix, ce n'est pas préenregistré. On doit avoir à l'image une sensation de prise d'altitude. Nous décollons. Nous sommes en route pour atteindre une altitude de 36 000 km d'altitude, au-dessus de la Terre, où se situe ce satellite de dernière génération, au beau milieu de l'espace, parmi les étoiles. Alors rassurez-vous, je me lance pas dans une séance d'hypnose collective, hein. On a tout essayé pour vous vendre du satellite, mais non. Non, au milieu de cette immensité, on va voir cette belle planète Terre. Vous l'imaginez couverte de câbles, de fibres, enroulées autour de cette Terre, qui permettent aux terriens d'échanger en continu, en instantané, aux terriens, tous les terriens, enfin presque à tous, parce que certains ne sont pas raccordés à ces câbles. Et ouais. Nous sommes en 2024 après Jésus-Christ et toute la planète est occupée par ces câbles. Toutes? Non. Il reste encore des hameaux qui demeurent encore et toujours mal desservis. Et la vie est parfois difficile pour les familles et entrepreneurs situés dans ces territoires non encore conquis par la fibre. Bon, le clin d'œil à Astérix, c'est fait. Astérix, c'était aussi le nom du premier satellite français, lancé en 1965. J'étais censé être complètement dans le noir, donc du coup, je continue. Mais en parlant de satellite, eh bien, j'ai envie de vous dire que si vous concentrez sur la partie gauche de l'écran, vous allez voir ce véritable bijou de technologie. Ouais, je vous présente le satellite géostationnaire Made in France, Made in Europe, Cocorico. On fait de la fibre en France, on la fabrique, mais on fait aussi des satellites en Europe. Il s'appelle Connect VHTS. Ce satellite, il est venu révolutionner le monde de l'internet par satellite et clairement la vie de tous nos clients. Un seul satellite suffit pour couvrir la France en permanence. On parle ici d'un satellite de 9 mètres de haut, un satellite qui globalement fait la taille d'un immeuble de 3 étages, dispose de 45 mètres d'envergure, fait le poids d'un éléphant d'Afrique, oui, il fait à peu près 6 tonnes, et dont les capacités ont été complètement décuplées au regard des précédents satellites qu'on utilisait. Celui-là, on l'utilise depuis le mois de novembre de l'année dernière. Il est impressionnant aussi parce que il est le fruit de l'industrie spatiale européenne. Il a été commandé par Eutelsat, construit par Thales Alenia Space, embrayé par Arianespace, depuis Kourou avec Ariane 5. Tout s'est bien passé. Sa charge utile a été construite avec le soutien du CNES, avec l'engagement de l'ESA également. Et puis Orange a investi dans la capacité de ce satellite pour en disposer et pour servir
effectivement les besoins nationaux, les servir parce que tout passe par le satellite, le téléphone, la télévision, et effectivement, c'est juste une histoire de faisceau à haute fréquence entre le client et les téléports qui sont également situés en Europe. Alors évidemment, tout ça, ça se fait à des tarifs avantageux, en tous les cas abordables pour ce qui concerne ces solutions satellites. Alors si on revient sur Terre, et qu'on globalement on traite un peu de Nordnet. Bah oui, on est militant de l'équité numérique. Ça fait 30 ans qu'on agit et qu'on travaille au quotidien pour accompagner les usages, développer les usages et rendre possible l'accès au numérique à tous, même aux plus isolés. C'est clairement inscrit dans notre raison d'être. Alors, on a beaucoup parlé de l'arrêt du cuivre. La fibre avance. Parfois, c'est difficile. On le sait aussi parce qu'on fournit de l'accès fibre dans certains territoires en zone RIP. Et globalement, il est parfois coûteux ou complexe de raccorder un certain nombre d'usagers. Donc, c'est là où la technologie de satellite va prendre tout son sens. Oui, avec ce nouveau satellite, elle est disponible partout, tout de suite. Nos abonnés sont flashés à 200 mégas en termes de vitesse sur ce qu'on appelait jadis les autoroutes de l'information. Ça, c'était il y a 12 ans. On parlait vers l'éthique des autoroutes de l'information. Mais oui, 200 mégas. Donc avec ça, on peut tout faire. Évidemment, on peut télétravailler. Évidemment, on peut suivre des enseignements à distance. On peut suivre des consultations médicales à distance. Tout à l'heure, Madame la sénatrice évoquait le cas d'agriculteurs qui devait faire sa déclaration PAC sans fibre, c'est compliqué. Ben, avec le satellite, il le fait. Ils sont plus de 2000 exploitants agricoles aujourd'hui connectés par Nordnet. Et au-delà de leur déclaration PAC qui se déroule une fois par mois autour de la mi-mai, eh bien, ils connectent leur robot de traite, ils vont connecter leur méthaniseur, ils vont connecter leur caméra de vidéosurveillance au travers d'une connexion satellite. Donc, tous les usages sont aujourd'hui rendus possibles, exception faite de certains jeux en réseau de type Fortnite, Call of Duty ou Warzone. Mais là, on est très clair vis-à-vis des consommateurs. Le jeu en réseau par satellite, ce n'est effectivement pas compatible, ou alors il faut être bon perdant. Et à partir de là, tout se passe bien. Donc apporter le très haut débit par satellite, bah, c'est une chose, mais dans les faits, finalement, on offre à nos clients et donc à tout le monde la possibilité d'accéder à ces nouvelles technologies, d'accéder au contenu numérique. Et donc le satellite, il faut le voir comme soit une solution transitionnelle, en attendant la fibre. Alors le transitionnel qui dure, ça, les bons bricoleurs le disent aussi quelquefois. Hein. Fait un bricolage en attendant, et puis en fait, finalement, on reste avec le même papier peint pendant 20 ans. Mais en tous les cas, le satellite est une solution transitionnelle en attendant la fibre. C'est aussi une solution alternative pour ceux qui n'auront jamais la fibre. Même si le mot est tabou, oui, certains auront jamais fibre. On a raccordé il y a quelques mois le refuge du Goûter qui se trouve sur le Mont Blanc. Donc si un jour vous faites l'ascension du Mont Blanc et que vous faites une pause, vous pourrez vous connecter par satellite et le gardien de refuge, accessoirement, peut encaisser des paiements carte bleue avec cette connexion connectée par satellite. Plus près d'ici, il y a quelques semaines, c'est au Puy-Marie, dans le Cantal, où là, on est un peu moins haut, mais on est déjà bien haut dans le Cantal. Eh bien, la connexion satellite a été installée. Elle permet à la boutique de souvenir du Puy-Marie d'encaisser là aussi des paiements carte bleue par cette connexion satellite. Donc, tout ça, on le fait pas seul. On le fait aussi avec le soutien, et on remercie les équipes de l'État et l'agence numérique du territoire, l'ANCT, pardon, qui a décidé d'intégrer le satellite comme un composant de l'aménagement numérique du territoire et qui a labellisé nos offres satellites et qui permet aujourd'hui, je veux dire, à tous les Français qui ne disposent pas d'un accès Internet à 30 mégas, bien de bénéficier d'une subvention qui va financer le kit de connexion satellite qu'on va pouvoir leur installer finalement et leur fournir gratuitement. Et puis, on le fait pas seul parce qu'il y a des collectivités locales aussi qui abondent cette aide d'État, qui vont au-delà de l'aide d'État, et c'est le cas notamment de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et bien qui a décidé d'accompagner ses administrés les plus isolés en leur finançant là la totalité des frais de raccordement en satellite, le matériel et l'installation. Et c'est quelque chose qui se déploie extrêmement vite. Il y a plus de 2000 foyers qui ont profité de cette subvention chez Nordnet en Auvergne-Rhône-Alpes, et on est évidemment ravis de ce type de dispositif. Donc, avec vous pendant 3 jours. Demain, au boulot de Rome, on installera une connexion satellite. Vous pourrez venir toucher du doigt la technologie en mode de fonctionnement. C'est quand même un peu plus sympa de la toucher du doigt et de pouvoir en parler autour de vous. Et puis sur notre stand, vous découvrez un espace pédagogique où on vous parle et on vous délivre tous les secrets de cette technologie un petit peu extraterrestre. Voilà. Merci beaucoup Christophe pour cette séquence zen qui aura, je l'espère pour toi, infléchi quelque peu le cœur de Judith et de Michel par rapport au 100% fibre. Peut-être que
Nous verrons. On reste dans le satellite avec Étienne Le Seur pour Eutelsat, là aussi entreprise française en charge des opérations satellites. Étienne, je te laisse nous, parce qu'on a beaucoup entendu parler des constellations Elon Musk, etc. Et on entend beaucoup de choses qui se présentent comme des solutions pour la ruralité. Oui, non, peut-être. Enfin, ce serait intéressant d'avoir le regard d'un expert. Alors, oui, mais je vais pas m'arrêter là. Pour répondre aussi à l'intervention de Christophe, on pourra et on peut déjà bientôt jouer à Fortnite et Warzone avec notamment l'arrivée des constellations. Et ça, c'est une vraie révolution dans le monde satellitaire, puisque les constellations de satellites permettent aujourd'hui d'avoir du très haut débit et de passer d'un service qui se voulait jusqu'alors régional à un service qui est maintenant mondial. La couverture est mondiale avec les constellations de satellites. Il n'y a plus un satellite pour une région, il y a donc pour nous, OneWeb, 600 satellites pour couvrir le monde entier. Oui, parce que ça fait partie de l'actualité de Telsat, c'est l'acquisition de OneWeb. Tout à fait. En fait, pour vous expliquer un peu, dans le spatial, on a ce qu'on appelle les filings. C'est donc, on les demande auprès de l'ONU. Et les filings, ça nous permet de... Les filings, ça veut dire en Les français filings, ce sont les positions orbitales et les fréquences qui y sont associées. D'accord. J'ai pas encore trouvé de traduction en français. Non, en français, on parle de filings aussi. Donc, c'est la position orbitale sur laquelle on a le droit d'opérer et avec la fréquence, la bande de fréquence sur laquelle on a le droit d'opérer. Donc, tout ça est demandé au niveau international auprès de l'ONU. Et au vu de la finitude des bandes de fréquences, il n'y aura pas plus de 5 ou 6 constellations au-dessus de la Terre. Et donc, quand on voit Elon Musk avec Starlink, Jeff Bezos avec son projet Kuiper, les Chinois avec leur constellation qui va arriver, il faudrait que l'Europe et la France aillent vite. Et c'est le pari qu'a fait Eutelsat donc, le 28 septembre dernier, en fusionnant avec OneWeb pour devenir Eutelsat Group, le premier opérateur mondial de LEO et GEO, donc LEO orbite basse. Donc, ce sont des satellites qui sont entre 600 et 1000 km de la Terre. 1200 km de la Terre. Et géostationnaire, comme disait Christophe l'expliquait avec KVHTS, dont je reviendrai aussi sur KVHTS après, à 36 000 km, donc qui en fait tourne aussi vite que la rotation de la Terre. D'accord. Et donc, je reviens aussi là-dessus, le choix de Telsat d'acquérir une constellation, c'est aussi parce que c'est un actif stratégique, comme on peut le voir, 5 ou 6 constellations, qui va permettre sur différents projets à la France et à l'Union européenne d'avoir un accès souverain à cette infrastructure. Pour en arriver à la couverture des personnes qui seraient pas encore connectées, notamment dans les territoires ruraux, en effet, donc ces solutions, qu'elles soient en LEO ou en GEO, et selon l'utilisation dont on a besoin, parce que ça sert à rien d'avoir de l'orbite basse si une application un contrat chez Nornet avec KVHTS, une offre Neosat, suffit. Ça ne sert à rien, ça coûte plus cher et c'est pas la peine. Mais ça nous permet en tout cas d'adresser différentes solutions pour combler l'absence d'infrastructures terrestres, là où il n'y en a pas. Et oui, alors si on parle du client final dans sa maison, l'objectif c'est 100% fibre, pas de problème, mais aujourd'hui il y a plein de gens qui sont habitués à prendre l'avion et qui sont contents d'avoir Internet dans l'avion. Et ça, il n'y a pas d'antenne 4G ou de fibre qu'on peut brancher à un avion. Donc c'est de la connectivité par satellite et la plupart des compagnies le font. Les plateformes pétrolières pour pouvoir communiquer. On fait aussi beaucoup de résilience, alors de la résilience pour des entreprises dans la finance qui n'ont pas le droit d'avoir de coupure Internet. Le jour où la fibre lâche, il leur faut une solution en backup. Nous, on propose ces solutions-là. Enfin, de la résilience à plus petite échelle, notamment dans les zones de montagne. Quand il y a un village ou un hameau qui est reculé avec une seule route tout en haut de la montagne, et le jour où il n'y a plus d'accès à la route à cause de fortes neiges ou d'intempéries ou quoi que ce soit, et une coupure électrique, avec un kit satellitaire, on peut avoir de l'Internet et appeler la sécurité civile, la gendarmerie ou l'armée selon le besoin. Donc c'est une vraie solution qui est résiliente et c'est de plus en plus présent d'ailleurs du fait de ces évolutions dans le mix technologique. Et ça, les fournisseurs d'accès à Internet l'ont bien compris parce qu'aujourd'hui, nos plus gros clients sont des fournisseurs d'accès à Internet. Si je dois citer des noms, donc en France, Orange, Nornet,
en Espagne Telefonica, en Allemagne Deutsche Telekom, et on a fait la pub il n'y a pas longtemps, on a signé le plus gros contrat jamais signé avec Telstra, le plus gros opérateur d'Australie, pour faire de la couverture numérique dans le bush. Et donc, aussi parce qu'il y a plein de gens qui viennent me voir en pensant que Telsat pourrait être concurrent de Nordnet, par exemple, ou de distributeurs. Mais non, en fait, ce sont nos clients. Nous, on est l'équivalent d'un opérateur d'infrastructure. Et on a besoin de ces clients pour distribuer notre service. On leur donne de la capacité, c'est eux qui l'exploitent derrière. Et c'est eux qui donnent de la connectivité. On est vraiment une entreprise, encore pour faire du mauvais français, B2B et B2G. Donc, avec les autres, enfin, vers l'entreprise et vers les solutions gouvernementales. Et en ça, ça nous distingue aussi, Eutelsat Group se distingue de Starlink parce que nous, on propose un service en débit garanti, puisqu'on traite directement avec les entreprises qui après vont traiter avec l'utilisateur final, là où Starlink, en allant chercher l'utilisateur final, fait du best effort. D'accord. Voilà. Best effort, c'est-à-dire qu'il fait du mieux qu'il peut. Du mieux qu'il il garantit pas de débit, il vous donne le mieux qu'il a de disponible. Exactement. Et donc, pour conclure, ces évolutions, elles nous ont permis d'avoir des performances jamais égalées en matière satellitaire, qui aujourd'hui nous permet de ne plus être le cliché de la solution en termes de connectivité qui ne fonctionne pas. Comme le disait Christophe, KVHTS, le satellite géostationnaire de connectivité le plus puissant jamais construit. On a lancé un autre satellite qui s'appelle Quantum, toujours en géostationnaire, qui permet d'orienter le réseau, donc nos beams, donc nos fréquences directement là où le besoin où il y a du besoin en termes de connectivité. Donc on n'est plus, on est géostationnaire, on est fixe, mais on peut orienter pour dévier de quelques dizaines de milliers de kilomètres la fréquence et donc la connectivité. Ça nous permet aujourd'hui donc de proposer aussi aux fournisseurs d'accès à Internet une solution fiable, qui peut être transitoire en effet, mais qui peut être aussi une réelle alternative là où il n'y en a pas, et je ne peux que plus soir sur les propos de Christophe. Et donc, non, les territoires ruraux ne sont pas forcément en retard, il y a une réelle solution qui existe, et les territoires ruraux peuvent d'ores et déjà y souscrire, et comme le disait Christophe, à des prix qui sont pas énormément plus chers, notamment du fait des subventions et du guichet cohésion numérique du territoire. Merci beaucoup Étienne. Antoine, j'ai demandé à Antoine en amont effectivement de cette rencontre, d'avoir une conclusion, d'avoir une synthèse, parce que je connais l'agilité de son esprit de synthèse, et on a entendu des appels à la mutualisation, des appels à la communication de l'État. On a entendu des élus qui sont pas prêts à lâcher sur le 100% fibre, et les efforts produits par la Caisse des dépôts pour essayer de trouver des solutions qui pour l'instant n'ont pas trouvé d'oreille attentive, mais ça va venir, on en est certain. Comment analysez-vous ce qui vient d'être dit, à la fois du point de vue des solutions alternatives, des bonnes pratiques en termes de pause pour la pérennité de ces réseaux, et des attentes de ces acteurs qui parfois peuvent sembler un petit peu irréconciliables? Bon, je me tente à une synthèse rapide, 3 minutes max. J'assume parfaitement la subjectivité de cette conclusion et je me lance. Je comprends quand même que globalement, on peut satisfaire du fait qu'on a réussi un mouvement extraordinaire de déploiement de la fibre. Ok, on va atteindre 95-96%. Reste que ça ne boucle pas et que les inquiétudes qui ont été soulevées, on a entendu quand même pas mal d'échos aux inquiétudes qui sont soulevées pour aller faire les derniers pourcents ou alors pour transformer du raccordable en raccordé. Donc oui, il reste clairement un défi. Et ce défi, on voit bien qu'il va être hétérogène selon les territoires. Et les territoires, ça va bien se passer parce que les réseaux sont très près, parce que la topologie de l'habitat fait que ça va aller. Il y en aura d'autres, ça va être extrêmement complexe. Donc reste à savoir ce qu'on fait. Soit on fait rien, et dans ces cas-là, chacun se démerde. Et donc, chacun trouve sa solution, avec un risque évident, c'est que certains ne la trouvent pas, et donc à la fin, on n'arrive pas à atteindre le cuivre en 2030, parce qu'on va pas couper la fibre. La fibre, pardon. On va pas éteindre le cuivre. Ah, éteindre, j'avais compris, atteindre. Et donc, du coup, on va avoir un vrai sujet. Deuxième risque, c'est qu'on va avoir des coûts qui vont être très différents, et donc une menace évidente sur la péréquation tarifaire des tarifs de détail, in fine, et donc peut-être que le prix de l'accès à la fibre dans le Tarn sera plus cher que
dans l'Essonne. Voilà. Et donc, on peut se revenir et se dire, il y a peut-être une autre solution, d'être un peu plus concerté, une solution un peu plus structurée, une solution un peu plus planifiée. Je rappellerai quand même que, outre le plan France Très Haut Débit, qui globalement est plutôt une réussite, même si encore une fois il y a plein de bémols, il y a eu aussi, et ça a été souligné, le plan, le New Deal mobile, où il y a 4000 nouveaux pylônes mobiles qui ont été déployés en France depuis 2018, et une amélioration sensible de la couverture mobile, pas parfaite, qui a été faite. Et je salue Michel Sauvade qui a largement contribué. Quand même, les deux caractéristiques de ces plans, c'est qu'à un moment, on s'est mis d'accord, on s'est mis autour d'une table, on a signé un bout de papier et on a fait du reporting tous les mois, voire toutes les semaines, Michel, au début, pour s'assurer que les réalisations étaient bien faites en association avec les élus locaux. Et donc, c'est ce travail de planification et de fourmi qui a permis de surmonter des obstacles qui, au début, que ce soit sur le plan ou sur la couverture mobile, semblaient totalement insurmontables. Et donc, moi, en tout cas, c'est le vœu que j'aimais, y compris pour pouvoir inclure temporairement ou peut-être structurellement des solutions alternatives pour ces derniers pourcents. Il faut qu'il y ait un moment où on se mette autour de la table, qu'on présente le reste à faire. Maintenant, on le connaît. En 2012, on le connaissait pas. En 2012, franchement, c'était impossible à prédire et on n'allait pas attendre d'avoir finalisé les plans de la cathédrale pour commencer l'ouvrage. Maintenant, on sait. Donc, c'est le moment d'aller refaire un plan sur ce qui reste à faire des choix, qui sont des choix politiques, avec des renoncements, avec des coûts en face, pour pouvoir réaliser une ambition du 100%, de la généralisation de ce qu'on veut, mais au moins qui ait été discuté, planifié, coordonné, avec l'assurance d'avoir une péréquation tarifaire et qu'on n'ait pas certains territoires qui soient totalement déployés à des coûts raisonnables et d'autres qui aient à supporter dans leur coin des déploiements très onéreux et incomplets. Merci beaucoup. La feuille de route du prochain gouvernement est presque écrite. Merci encore. Je suis sûr que vous pourrez compter sur la présence de Judith Ardon dans le cadre de ces travaux-là, parce qu'effectivement, c'est ce travail avec les élus, avec la Caisse des dépôts, avec les opérateurs, et bien sûr avec l'État qui pour l'instant est un poil absent, mais qui donnera effectivement les capacités à créer les conditions de la pérennité de ces réseaux, de leur très bon fonctionnement et de leur adoption encore plus large par l'ensemble des citoyens ruraux. Sans plus attendre, je vais vous présenter la suite. Voilà. Demain, 8h30 pour l'accueil café, 9h, début des conférences.